Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Astro, bienvenue également aux rencontres Ciel et Espace donc 2022 qui se passe à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris, Porte de la Villette. J'ai le plaisir d'accueillir Christian Legrand, astronome amateur, qui a fait un travail monumental de 20 ans. C'est ce que vous connaissez sous le nom de l'Atlas virtuel de la Lune, mais tu n'es pas seul. Ah non, non, c'est une collaboration entre deux amis. Oui. Un passionné par l'astronomie et l'informatique astronomique, et puis un passionné par la Lune. Passionné par la Lune, c'est moi, et Patrick est plutôt carte du ciel, enfin vous voyez, ciel profond, etc. Mais on s'est rejoints pour créer l'Atlas virtuel de la Lune. Donc effectivement, vous avez toute une playlist d'épisodes sur justement comment photographier la Lune, comprendre les phases de la Lune, tout ça. Mais il manquait une case évidente à tous ces épisodes, c'est je vois ce cratère, c'est quoi? Préparer les observations lunaires. On a fait des trucs avec Laurent Oumar, que vous savez être un passionné de la Lune, et bien justement l'Atlas virtuel de la Lune, c'est ça. Alors aujourd'hui, tu vas nous présenter une conférence pour faire un peu le bilan des 20 ans. Il a commencé quand même à l'époque de l'Amstrad CPC, il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas nés. Hein. Tout et à fait. Aujourd'hui, vous avez sorti la 8e édition. La 8e version, oui, alors qui s'est encore enrichie par rapport à la 7e que nous avons sortie en 2020, avec des nouvelles cartes, des nouvelles bases de données, des nouvelles images. Enfin, on n'arrête pas d'en rajouter. Et puis Patrick a programmé des nouveaux modules qui permettent encore plus de recherche ou de calcul. Voilà, donc je vous propose de découvrir cette conférence, de découvrir ce logiciel qui est un logiciel libre. C'est important de préciser qu'il y a des astronomes amateurs qui vivent un véritable sacerdoce à bosser à longueur de journée pour préparer ces logiciels offerts complètement gratuitement à la communauté des Astrabes. Alors merci à tous les deux. Et la conférence est maintenant sur la chaîne Astro. Alors une chose bien évidemment, on vous met le lien dans la description. Et donc voilà, on vous laisse avec la conférence, donc c'est maintenant sur la chaîne Astro. Merci et bonne continuation à vous deux surtout. Merci. Bien, bonjour à tous, content de vous retrouver un an après 2021. Mais en 2021, on avait présenté ce qu'on pensait faire pour la version 8 de l'Atlas virtuel de la Lune. Et maintenant, ça y est, il est là, ou il est presque là. Donc je vais vous présenter l'Atlas après, parce que 2022, ce sont les 20 ans de l'Atlas virtuel de la Lune. Tout le monde prend un coup de vieux, hein, tous ceux qui ont utilisé l'Atlas depuis le début, depuis 2002, voilà, ça fait 20 ans. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire, comment tout ça s'est fait, et puis je vais passer assez vite, et puis après on s'intéressera à la nouvelle version de l'Atlas quand même. Alors d'abord, je vous prie d'excuser Patrick qui avait prévu de venir mais qui a un problème familial qui l'empêche de venir. Donc je vais le représenter et il sera présent avec nous en pensée. Il m'a assuré qu'à cette heure-là, il pensera à nous. Donc il est en train de penser à nous. Parce que l'Atlas, c'est une collaboration. Hein. L'un sans l'autre, il n'y a pas l'Atlas. Il faut que les deux soient ensemble. Bon, donc, allons-y. En février 2022, on a lancé l'Atlas virtuel de la Lune. En 2020, c'était la version 7. Et depuis, on a travaillé, on continuait de travailler. Mais avant de vous présenter donc l'Atlas version 8, je vous propose de retracer un peu toute cette saga qui nous a occupé, qui nous occupe depuis 20 ans et qui va continuer de nous occuper encore pendant quelques années. Alors, d'où vient l'Atlas? Alors, on va remonter à 1986. J'anime avec Jean Lacroux, alors peut-être que c'est un nom qui dit quelque chose à certains, hein, c'était un grand vulgarisateur des années 80, un voyage d'observation de la comète de Halley à Madagascar. Bon, on fait amitié, on se cause ensemble et tout. De mon côté, après, je suis surtout intéressé par l'observation du ciel profond, et donc je me construis un Dobson de 200 mm. Puis je me rends compte que dans le 200 mm, la Lune est très belle. Il y a plein de choses jolies à voir dessus. Et pour faire mes observations, alors comme le disait quelqu'un avec qui j'ai échangé tout à l'heure, à l'époque on avait l'Atlas de Rukl et l'Atlas de Viscardi. Et c'est des atlas qui montrent la Lune sens, vous savez, sens visuel, hein, pas comme dans un Newton ou dans une lunette.
Donc, il fallait préparer les observations. Mais puis en plus, on trouvait pas beaucoup d'informations sur les formations. Bon, c'était un cratère de autant de kilomètres, point. Mais son âge, comment il était créé, a-t-il des éjectats, tout ça, il n'y avait rien à l'époque, hein, il y avait rien. Alors, en 88, j'achète mon premier ordinateur, un Amstrad CPC 6128, ça parlera aux plus anciens. Et puis, avec Jean Lacroux, puisqu'on était resté en contact, on fait paraître Astronomie guide du matériel. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont encore ce mini-guide chez eux. Et en 93, lors d'une rencontre, bon, tu fais, bah, je regarde beaucoup la Lune, oui. Puis ouais, bah, tu sais, la Lune en ce moment, il n'y a pas grand-chose pour se repérer à la surface. Et je dis, avec Jean, on se dit, bah, faudrait peut-être faire un bouquin qui permette de se repérer facilement à la surface. Et donc, pour faire le bouquin, il faut récupérer des données. Donc là, c'est pareil, je cherche toute la bibliographie possible et sur l'Amstrad, avec le logiciel DBAS2, alors c'est pareil, ça pourra parler à certains d'entre vous, je commence à compiler une base de données des formations lunaires, en formatant les écrits. C'est important parce que le formatage permet des tris, après, très ciblés. Et ces données-là nous servent, en 1995, à faire paraître Découvrir la Lune chez Bordas, qui est toujours en vente, et qui est plus en vente en France, mais qui est toujours en vente, souvent en version anglaise, chez Cambridge. Alors, j'avais des données, et je me dis, bah, après tout, comme des bases 2, je connais bien, je vais essayer de faire un logiciel qui présente les données. Et donc, j'ai acheté un logiciel qui s'appelait Clarion Personal Developer, et j'ai fait DBLune. DBLune, donc vous avez la boîte originale ici, que j'ai religieusement gardée, et qui intègre donc toutes les données, permet de faire des tris, et en plus j'ai un copain qui s'appelle Étienne Lecoq, qui avait fait des belles photos de Lune, donc j'avais fait à côté des photos avec les noms des formations, et on pouvait faire la liaison entre les deux. Donc c'était pas un vrai atlas, c'était une base de données illustrée, on va dire, hein. Et c'était déjà très utile parce qu'il y avait plein de données sur chaque cratère. Alors, dans les années 2000, Internet arrive, on commence à bien le manipuler, et je fais la connaissance par mail de Jeff Gillis, aux États-Unis, au Lunar and Planetary Institute, et parce que c'est le monsieur qui gère la photothèque des images des Lunar Orbiter. Et il me donne l'autorisation parce que comme c'est public, hein, à condition de mettre le copyright, de récupérer ces images. Alors il m'a envoyé des CD et tout, et puis donc d'extraire dessus chaque image de chaque formation. Et donc j'extrais comme ça 1000 images sur les 3000, alors qu'il y a 640 planches, hein, dans l'Atlas. Bon, alors je suis content, je me dis maintenant j'ai de la matière, j'ai une base de données, j'ai des belles photos, je peux relier, il faut y aller, et j'essaye de faire un DBLune 2 sous Windows, et là mes compétences informatiques, malheureusement, elles lâchent, j'y arrive pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on cherche quelqu'un qui est capable de le faire. Et j'utilisais à l'époque Carte du Ciel. Alors Carte du Ciel, c'est un freeware que nombre d'entre vous connaissent, programmé par Patrick Chevalet. Et ben, faut se payer le culot. Je contacte Patrick Chevalet, en Suisse, parce qu'il est suisse, hein, et on se rencontre à Genève. Et puis là, on se dit, bah oui, moi, je peux faire quelque chose, une carte programmée, me dit Patrick, et moi je dis, bah oui, mais moi j'amène la base de données, j'amène les photos, et on va essayer de faire quelque chose. Et donc, on se concerte, puis on se dit, oh bah, puisque on va utiliser des logiciels libres, on va faire un logiciel libre. Et c'est pour ça que l'Atlas est toujours resté un freeware. Et donc, en 6 juin 2002, alors vous avez vu, hein, le premier contact, c'est 25 février 2002. Donc tout à l'heure, quelqu'un me disait, vous le faites au jour le jour. Bah non, pas tout à fait, puisque c'était le premier contact 25 février, et première sortie mise en ligne sur le serveur de Patrick le 6 juin. Donc là, bah, c'était affichage de la page visible, vous voyez, c'était très minimal, hein. Il y avait, quand on cliquait sur un cratère, on avait l'affiche à côté qui s'affichait. Et c'était à peu près tout ce qu'on pouvait faire, mais c'était déjà, c'était un progrès parce que c'était informatisé.
Et ça, c'était la présentation. Alors, il y en a peut-être non qui étaient là à l'époque qu'on a fait au RCE 2002. C'était même dans la même salle ici. Mais là, il y a 20 ans de différence entre la photo et aujourd'hui. Bon, alors les versions vont se succéder, je ne vais pas tout détailler, mais vous pouvez jeter un œil en passant. La 1.5, la 1.6, la 2, alors petit à petit, vous voyez un bloc code qui s'ajoute, le globe lunaire avec la face cachée qui apparaît, parce qu'au début, il n'y avait que la face visible, les bases de données de formation de la face cachée, forcément, des nouvelles, ce qu'on appelle des textures, hein, c'est-à-dire la carte qui recouvre le globe lunaire pour que ça devienne de plus en plus précis, et une deuxième bibliothèque, donc il y avait la bibliothèque du Lunar Orbiter, et maintenant il y a celle en plus du Consolidated Lunar Atlas. Donc on arrive à 2000 et quelques images déjà dans les bibliothèques. En 2005, version 3, et alors là, on lance le bifenêtrage. Le bifenêtrage, c'est d'avoir 2 fois la Lune côte à côte sur l'écran. Pourquoi? Parce que ça permet, en mettant des choses différentes sur chaque, de faire des comparaisons, voire chercher des corrélations entre au niveau des formations. On commence à rentrer la base cratère satellite de la face cachée, donc la base commence à grossir de plus en plus. En 2006, version 3.5, et il y a le CD qui est là, parce qu'à l'époque, on commence à diffuser aussi par CD, pour les gens qui n'ont pas des liaisons Internet performantes. Et on fait la première bibliothèque d'images, Best of Amateurs, c'est-à-dire que j'ai proposé à des amateurs de nous confier, sous leur copyright, bien sûr, hein, il n'est pas question de leur piquer leur boulot, leurs images. Et donc, dans chaque image, je m'amuse à découper la formation et à mettre le nom. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et donc, la première ne faisait que 165 images. Vous allez voir, ça a bien changé. Patrick programme Datlune, c'est un gestionnaire des données. Et alors là, là la puissance de l'Atlas, elle explose. Parce que vous pouvez demander à afficher sur la carte de l'Atlas les cratères de moins de 20 km dont le nom est celui d'un médecin et qui sont de l'Imbrien inférieur, par exemple. Voilà, Datlune permet ça. Et puis alors, après, sur la carte, vous avez les petits points qui vous montrent ce qu'il faut regarder. En 2008, version 4, gestionnaire d'images Photlune, parce que les images commencent tellement à augmenter qu'il faut qu'on puisse gérer ça facilement. Et puis alors on sort la version Pocket Lune, c'était pour les Pocket PC. Vous vous rappelez les Pocket PC, c'était des petits ordinateurs personnels avec un stylet. Il fallait, on avait fait une version, bon on n'a pas donné de suite parce que Windows Mobile était très difficile à programmer et on n'a pas donné suite. Une autre texture, Lunar Orbiter, vous voyez qu'on descend dans les résolutions, on descend à 1 km là. J'ai mis 1 km, oui c'est 1 km. Et puis alors, comme tous les matins, je me balade sur Internet pendant 1 heure ou 2, je trouve des choses. Et j'ai trouvé notamment une base des dépôts pyroglastiques qui avait été faite par Lisa Gaddis du Lunar and Planetary Institute. Et puis je me rends compte que là-dedans, il y a les coordonnées géographiques. Donc on peut lier ça à l'Atlas. Et donc, en premier essai, on lit, après demande d'autorisation à la dame, et donc on a maintenant dans l'Atlas les dépôts pyroclastiques. Bon, 2009 version 5, rotation totale, grille de coordonnées, on améliore la résolution, on descend à 300 mètres. Alors on commence à mettre les couches scientifiques de plus en plus, vous savez, alors c'est température, composition, émission de neutrons, enfin vous avez plein de choses qui se rajoutent. En 2012 version 6, alors là, on a mis il y avait déjà les champs des oculaires. On pouvait programmer le champ de son oculaire pour voir exactement ce qu'on allait voir. Et là, on fait en plus les caméras CCD. Alors, les textures, encore des nouvelles. On introduit aussi les textures historiques. C'est-à-dire que je récupère sur Internet les anciennes cartes. Alors de 1640, de 1710, de 1910, et puis Patrick a fait un petit logiciel qui les transforme en texture. Et on peut avoir sur le globe ce que n'a jamais eu le cartographe de l'époque, c'est-à-dire un globe avec sa carte dessus, quoi.
On crée le Lunar Universal Number, ça je vous en parlerai tout à l'heure. La base de données, il y en a une nouvelle, et c'est celle de Goran Salamunikar, 52 000 cratères en plus. Bon, ça commence à faire du chiffre. Et un module WebLune. Alors WebLune, ça donne des liens vers des sites internet qui parlent de la Lune, bien sûr. Là, à l'époque, il y en avait une quarantaine. Après, elle est montée à 60. Et dans la version que je vous présentais, on en est à 100. Donc, vous avez 100 sites qui parlent de Lune. Vous avez du temps à passer. En 2020, donc il y a 2 ans, version 7, on a modernisé, enfin Patrick a modernisé l'affichage. Désormais, on peut le faire sur 2 moniteurs. Alors moi à la maison maintenant, je me suis payé un 2e moniteur, ce qui fait que j'ai la carte en grand d'un côté et les données en grand de l'autre côté. C'est très pratique. Des nouvelles textures, LRO, Kaguya, négatif, tout ça, et des nouvelles textures historiques. Et Stuart Robbins, un Américain, a généré une base de données par intelligence artificielle, scannage des maps de LRO, 1 300 000 caractères. Et là, Patrick m'a dit, ouh, 1 300 000 caractères, mais il a réussi et elle est intégrée maintenant. Donc vous avez dans l'Atlas un peu plus 300, ouais, presque 400 000 cratères maintenant. Comment il a réussi à en avoir? C'est les données des... Alors il scanne, Oui. et une intelligence artificielle qui cherche des trucs ronds. Et quand elle trouve un truc rond, elle détermine le centre, la coordonnée et le diamètre. C'est tout ce qu'il y a, mais elle fait que ça. Mais bon, ça nous permet déjà d'avoir catalogué... Comment elle fait pour les pôles? Parce que là, c'est quand même pas évident. Il y en a moins au pôle. Non, mais... Et 1 300 000 cratères, vous n'avez pas tous les cratères déjà. Vous en avez beaucoup plus, mais vous n'avez pas tous les cratères. Et puis, il a fait quand même aux endroits où elle était la plus performante. Il y a des limites. Et puis alors, bibliothèque d'amateurs, bibliothèque d'images de Luc Catala. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous voient les... Il est là? Non, non, mais vous connaissez, d'accord. Parce que je ne le connais pas personnellement. Mais on avait échangé, et donc il a donné son autorisation pour qu'on soit dedans. Donc, quelques succès de l'AVL, on est assez content de son destin, puisque en 2003 déjà, il y avait l'observatoire de Kitt Peak qui l'utilisait pour faire des animations sur la Lune. L'ESA l'avait utilisé pour illustrer son site web quand la sonde européenne SMART s'était crashée. Le Japon, l'observatoire du Japon l'utilise pour des programmes éducatifs. En 2007, le ministère de l'Éducation nationale l'a référencé dans sa base des logiciels éducatifs qui s'appelle SIAL. En 2008, l'AVL a été utilisée à Londres pour fournir le contexte des données géologiques pour la sonde indienne Chandrayaan 1. Donc ça servait de base pour les recherches. En Chine, il a été cité en 2011. On l'a présenté, alors là, de visu aux professionnels, à la European Planetary Science Conference à Nantes en 2015. Et on a eu pas mal de questions, y compris de la NASA. Et depuis, je sais pas, il y a un beau site NASA sur la Lune. C'est bon. L'AVL6 est cité. Ah oui, alors il y a un programme du DLR allemand, donc ça c'est un organisme de recherche allemand, le Siamashi programme, qui utilise l'Atlas pour les positions des cratères dans sa recherche. Il a été présenté en détail sur le site de Europlanet Outreach. Bon, voilà. 2019, alors là, ça a été la grande surprise. J'ai été contacté par l'Observatoire d'Athènes parce qu'il y a là-bas, à Athènes, un télescope qui est dédié, excusez-moi, à la recherche des impacts météoritiques sur la Lune. Vous savez qu'il y a des météorites qui tombent encore, puis elles font des petites taches lumineuses, et le télescope scanne en permanence la Lune, et de temps en temps, il repère un truc, mais il faut qu'il trouve l'endroit, etc., et ils utilisaient l'Atlas. Et on a été cité dans l'étude qui est parue dans, je sais pas, c'est pas Nature, c'était Astrophysical Journal, je crois, enfin bon, j'étais content. Vous savez, comme c'est un logiciel libre, on a obtenu en mars 2021 The Open Source Excellence Badge, la plus haute distinction du CIRST SourceForge, 5 étoiles pour les utilisateurs, donc ça prouve qu'on est à peu près dans ce que souhaitent les gens. Et puis alors la dernière, et alors là on est très fiers,
mais il faut quand même garder raison et pas que les chevilles enflent trop. Sur la proposition d'Alain Maury, l'Union astronomique internationale a validé la nomination de 2 astéroïdes avec les noms des créateurs de la VL. Voilà. On a attendu 20 ans. Bien, mais notre plus grand succès, la page web a été visitée 1 900 000 fois. Et on pense qu'il y a une bonne centaine, voire plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs dans le monde. Parce que comme il est en anglais, et puis qu'il y a des traducteurs bénévoles dans plein de langages, on verra, on pense qu'il y a plusieurs centaines de milliers d'amateurs qui l'utilisent. Donc, et là, vous avez la courbe des téléchargements depuis l'origine. Ah ouais, ça se tasse, hein. Dans le fond, c'est normal parce qu'il y a presque tout le monde, enfin, tous ceux qui sont intéressés l'ont, donc on le télécharge moins. Alors, on espère qu'avec la version 8, ça va repartir un peu. L'avenir, bah oui, c'est pas fini, hein. C'est pas parce qu'on a 20 ans qu'il faut s'arrêter. Alors, notre souhait, prochaine version 9, dans 2-3 ans. Laissez-nous un petit peu de temps quand même, parce qu'il y a du travail. Donc, on compte améliorer les modules existants. Les bases de données existantes, il y a eu une description et j'ai regardé là quand je l'ai remis à jour, il y en a certaines sont un peu courtes, quoi, on pourrait en mettre un peu plus. Des nouvelles textures haute résolution, on a des LRO couleurs qu'on a toujours en réserve, des textures historiques, j'en ai retrouvé 3. Alors en plus, il y a toutes celles du LPI maintenant qui sont accessibles. C'était les cartes qui avaient été faites avant les missions Apollo, pour faciliter la reconnaissance. Vous savez, comme ils tournaient autour de la Lune, il fallait qu'ils reconnaissent les cratères quand ils prenaient les photos. Donc ils ont fait plein de cartes exprès. Donc ça, on va pouvoir les intégrer. Les couches scientifiques, alors j'ai depuis acheté un écran 4K qui me permet de récupérer ce qu'il y a sur le site de la NASA. Pas tout, puisque c'est public et qu'on donne le copyright, on va l'utiliser. Des champs, donc vous verrez des atlas, des références de pages d'atlas supplémentaires. J'ai 3 bases de données en vision directe et des bibliothèques d'images. Donc je voudrais bien voir faire les personnages. Vous savez, quand il y a le nom, faire alors en se basant sur Wikipédia et comment dire, celles qui sont dans le domaine public, bien entendu. Hein. Donc il y aura des personnages qui n'en auront pas. Et puis je voudrais bien contacter, s'il n'est pas là, un jour, William Pélissard, qui fait des superbes photos au C14 et que je me verrais bien découper pour faire une bibliothèque d'images à son nom dans l'Atlas. Il faut que je le contacte. Et puis on complétera WebLune, et puis encore d'autres choses, mais ça, vous verrez. Est-ce que, en vous écoutant, je me dis, sur Google Maps, on peut fixer un point et tracer une droite pour voir la distance jusqu'à un autre point. On fait encore mieux aujourd'hui. Aujourd'hui, ça existe déjà? La version 8 fait encore mieux. Ah oui. Donc merci à toutes les personnes qui soutiennent notre action, parce que tous les gens qui nous soutiennent, qui nous font, parce vous pouvez faire une petite donation si vous avez envie, mais il n'y a aucune obligation, hein, c'est un logiciel libre. À ce moment-là, on fait la version complète sur carte SD. Et ça nous permet de racheter du matériel informatique, parce que les cartes graphiques par moment faut les faire évoluer. Là j'ai le deuxième écran 4K qui est là, et puis j'achète des bouquins pour compléter les bases de données, en mettre toujours plus. Alors remercions également nos traducteurs qui, donc vous voyez, espagnol, allemand, italien, russe, catalan, roumain. Alors il faut voir que tout l'atlas n'est pas traduit. Généralement, en premier, c'est l'interface. Hein. En deuxième, c'est 1 ou 2 bases de données, quand les gens ont le temps. Et puis, mais j'en connais pas qu'on fait tout ce qu'on fait, nous, en anglais. Puisque nous, il est en 2 langues. Hein. On fait la version française et la version anglaise. Nos autres réalisations, on a fait l'atlas virtuel des planètes, c'est-à-dire un peu l'atlas de la Lune, mais sur les planètes, mais beaucoup moins sophistiqué, et parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à y consacrer. Quand même, on est en train de plancher sur la version 3, et on va rajouter Cérès, la carte de Cérès dedans. Pourquoi? Parce que il sert aux gens à repérer les formations sur les photos qu'ils prennent.
sur les images qu'ils prennent. Donc avec ça, vous avez l'heure, la date, vous savez exactement quelle est Mars et à quoi correspondent les tâches que vous voyez. Et on a mis les satellites de Jupiter, parce que maintenant il y a des gens comme Jean-Luc d'Auvergne qui arrivent à avoir des détails sur les satellites de Jupiter. Et là, comme il m'a dit, j'ai réussi à avoir des trucs sur Cérès, je dis bon, attends, on va essayer de te faire une map de Cérès dedans. Mais bon, alors, il faut trouver la map, il faut la traiter, il y a une base de données à mettre derrière, c'est un peu de temps. Bon, Patrick continue de développer Carte du ciel, et on est à la version 4.2, et moi je fais des conférences, ça me plaît beaucoup. D'ailleurs, vous sentirez bien tout le plaisir que je prends à être ici. Et puis, je fais des articles dans AstroSurf Magazine, très belle revue d'astronomie amateur. Je fais de la pub pour Jean-Philippe. Donc, la rubrique, c'est Lune extrême. Alors là, on plonge dans les détails géologiques, historiques et tout dans cette rubrique-là sur les formations lunaires. Et puis, je fais aussi les essentiels de l'astronomie, donc sur 2 pages. Tout sur tout ce qu'il faut à peu près savoir sur un sujet donné. Voilà. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, attendez, c'est pas fini parce que après, on passe à la version 8. Oui. Là, c'était les 20 ans. Si vous avez des questions sur les 20 ans, je suis prêt à répondre. Pas trop long quand même. Sur tous les cratères, les 300 000 cratères, vous savez jusqu'à quelle taille? Oui. Les plus petits nommés, ça doit être de l'ordre du kilomètre ou 2 kilomètres, ouais. Et la résolution de l'Atlas oui, voilà, ça peut baisser, on arrive au mètre? Ah non, pas encore. On est à 60 mètres. 60 mètres. Mais on est tributaire de ce que sort la NASA. La NASA, pour l'instant, n'a sorti que des textures à 60 mètres. Le jour où elle en fera une à 10 mètres, on la mettra dedans. Il n'y a pas de souci. Mais bon, là, on est complètement dépendant. Voilà, donc Patrick est toujours avec nous en pensée, parce que je tiens absolument à vous dire combien c'est important. On est 2, je ne suis pas tout seul. L'un sans l'autre, ça ne marcherait pas, et c'est notre collaboration qui permet ça. Alors, l'Atlas de la Lune 8. Bon, voilà de tout ce que je vais vous parler. C'est la présentation. Alors, voilà le concept. J'avais réfléchi, puis j'en ai parlé avec Patrick, on est d'accord. Le concept de l'Atlas. L'Atlas devient ce qu'on appelle un hub de données lunaires. C'est le point où on peut connecter plein de choses. Donc, on peut connecter des cartes, normal, c'est un Atlas, des données, ça c'est le propre des bases de données, des médias maintenant, des documentations, des documents et des liens Internet, des liens Internet. Donc, le concept, ça devient un outil d'agrégation de données lunaires, donc cartes géologiques, tout, des bases de données spécifiques, professionnelles. Alors, spécifiques, c'est quand on les crée nous-mêmes. Professionnel, c'est quand on récupère des bases existantes. Des documents de format divers, des vidéos, des images de formation, des éphémérides, enfin... L'idée, c'est que ça soit un centre de commande pour la Lune et qu'on puisse faire tout ce qu'on veut, ou presque, sur la Lune. Soyons pas trop présomptueux quand même. Alors, à quoi il peut servir la VL8 pour les amateurs? Vue de la Lune en temps réel, orientation conforme à l'instrument, ça c'est important. Vous savez, l'orientation droite-gauche haut bas, là c'est comme chez vous, comme dans votre instrument. Pour faire des études de formation lunaire, alors maintenant, prévision des librations favorables. Vous êtes un inconditionnel de la mer orientale, marée orientale, eh bien maintenant vous pouvez dire elle sera bien visible tel jour, telle heure. Alors qu'avant il fallait balayer toutes les cartes pour voir quel jour ça serait bien. Là vous l'avez par calcul. Donc prévision ça je l'ai dit, études sur les éphémérides. Alors là vous pouvez faire des éphémérides entre deux dates données, vous pouvez rechercher des éclairages avec un angle précis. Patrick a fait un truc génial. Préparation d'observation, session d'imagerie, visualisation des vibrations. Alors ça peut servir pour montrer dans un club ou tout ça. Les calculs de prédiction et la connaissance de la face cachée pour les amateurs. Alors là, vous avez donc une vue du nouveau module dont je vais vous parler qui s'appelle CalcLune, qui est là. Alors ça, c'est une photo qui montre, ça c'est ce que je génère l'AVL, peut générer l'AVL, et ça c'est une photo réelle.
à la même date. Donc et ça, on compte l'améliorer dans la prochaine version. Alors, pour les amateurs, un peu plus confirmé. Pour les professionnels, parce que comme les professionnels l'utilisent, autant qu'on pense aussi à eux. Donc, études des formations lunaires, études géologiques comparées, études sur la toponymie, sur l'historique des noms des formations, sur les éphémérides, les calculs de position précises, parce que Patrick utilise les données de l'USGS américain qui sont très précises pour positionner tout. Ça peut servir de support de cours. Je sais que c'est utilisé à l'Observatoire de Paris. Voilà. Ou de TP, support de conférence. Moi, j'utilise pour certaines conférences. Alors, ça peut servir pour vidéo de vélogueurs, par exemple. Outils de planétarium. Ça peut servir dans les planétariums. Et ça peut servir pour aider à écrire des articles ou des livres si vous avez envie. Alors, les manuels vont passer en PDF, là. Avant, ils étaient en HTML reliés. Maintenant, ils vont passer en PDF. Alors, la répartition des rôles, comment on travaille? Aujourd'hui, on pense qu'on est à plus de 10 000 heures de travail depuis les 20 ans. Alors, ensemble, on conçoit la conception générale, l'interface. Alors, certains ont dit, ouais, c'est un peu vieillot. Oui, mais les utilisateurs sont tellement habitués à cette présentation-là, et qu'on n'a pas vraiment envie de la changer, parce qu'on rajoute des boutons, des onglets, des trucs, mais vous passez la nouvelle version, vous n'êtes pas dépaysé, hein. C'est pas comme Windows ou d'autres logiciels. Hein. Décision d'octroi des licences, parce que certains nous demandent d'utiliser les cartes pour des bouquins ou tout ça, donc c'est nous qui décidons si on dit oui ou pas. Récemment, il y a Tenmon Guide, une revue japonaise d'astronomie d'amateurs qui nous a demandé s'ils pouvaient utiliser les cartes de l'AVL. Donc, il a dû avoir l'AVL au Japon. J'ai pas eu de retour. Rédaction de documentation, on le fait ensemble. Site internet, c'est pareil. Et promotion des atlas, notamment, si Patrick était là, on aurait été deux pour faire la promotion. Patrick, donc, programme. Hein, c'est lui le programmeur et il est super. Mise en forme des textures, outils informatiques de gestion des bases, donc il m'a fait des petites moulinettes pour faciliter certaines tâches. Moi, je travaille beaucoup en tableur. Hein. Toutes mes bases elles sont gérées en tableur, mais de temps en temps, le tableur il est au bout de ses possibilités. Il fait outils informatiques de gestion des images. L'outline, c'est lui pour toute la partie logicielle. Donc on surveille les forums pour voir s'il y a des questions sur l'Atlas virtuel et on répond dans les forums. Webmestre et coordination des traductions parce que c'est lui qui a beaucoup de contacts là-dessus. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous demandent, parce que je crois que sur Google, moi, je ne sais pas le faire, oui. On se met à un endroit et on a l'altitude. Est-ce que vous proposez l'altitude parce que... Vous êtes formidable. Vous devez deviner tout ce qu'on a fait dans la nouvelle version. Non, c'est vrai, on vient de le faire. On le faisait pas. Je sais pas le faire. Mais là, on le faisait pas, mais là, on le fait. Parce que ça, c'est important. Il y a un relief qui est. Ah, vous allez voir. Vous allez être très content, je pense. Alors, Patrick utilise les logiciels libres Linux. Hein, il programme beaucoup sous Linux. Son compilateur, c'est Lazarus. Et donc, il vous aurait expliqué tout ça mieux que moi, parce que moi, je suis pas le programmeur. Hein. Donc, en fait, tout ça, c'est quand même du free. Hein, et ce qui est important, c'est que le compilateur produit le code qui va aussi bien sur Windows que sur Linux. Donc, il n'a pas à programmer deux fois. Ça, c'est très bien. Voilà, vous voyez, donc les calculs sont basés sur les Jet Propulsion Laboratory. Voilà. OpenGL, c'est toute la gestion de la boule pour la tourner dans tous les sens, ce qu'on peut mettre dessus et tout, les textures, les couches. SQL, donc ça c'est ce qui est utilisé dans LIT, c'est ce qui est utilisé dans Batlune, le gestionnaire des bases de données, puis il s'en sert aussi pour connecter les cartes aux données. Et puis il a fait des tas de routines personnelles parce que les textures, quand vous récupérez une texture, c'est 2 gigas. Mais afficher, c'est impossible, quoi. Donc il faut découper. Donc il a fait des programmes qui découpent en tuiles. Et en fait, son programme gère le positionnement de tuiles une fois que les tuiles ont été faites. Et changement de projection cartographique, parce que parfois on a des
des cartes en données Moldwed, par exemple. Alors c'est celles qui sont, vous savez, qui sont en belle ovoïde comme ça. Si on la met sur la sphère comme ça, ça fait rien du tout. Donc il faut d'abord la transformer en écui cylindrique pour. Donc ça, c'est lui qui a fait des petites routines pour changer. Alors, en ce qui me concerne, comme je vous l'ai dit, tous les matins, au moins 1 heure à chercher s'il y a eu des nouveautés. Alors, j'ai tout un tas de sites à aller visiter tous les matins pour voir s'il ressort quelque chose. Recherche des textures, les couches scientifiques, mise en forme, parce que le brut de décoffrage, c'est bien, mais parfois, il faut senter un peu les contrastes. Enfin, il y a un peu de trucs à faire. Demande d'autorisation. Est-ce que je peux utiliser, monsieur Oui, bah oui. Alors, généralement, à partir du moment où c'est un freeware, ils sont pour. Hein. Des textures, des bases, organisation de la base. Alors ça, c'est l'architecture des champs des bases. C'est moi qui gère ça. Recherche des informations des bases. Alors là, après, il faut les saisir ou les reformater pour les rentrer. Et parfois, c'est pas facile parce que dans les bases, vous n'avez pas tous les mêmes cratères que celles dans la base que j'ai. Donc, il faut mettre des blancs, rajouter, supprimer certains, enfin, selon l'âge qu'elles ont, hein, les bases, parce que la nomenclature lunaire varie tous les ans. Hein. L'Union astronomique internationale débaptise certains cratères, en rebaptise des nouveaux. Donc, il faut gérer tout ça. Traduction français-anglais. Les bibliothèques d'images. Alors là, les bibliothèques, on prend des images et puis on les coupe. Hein. Alors quand vous avez une bibliothèque de 1000 images au bout, ça fait lourd. Les hotlines hors logiciel, c'est moi. Communication, promotion. Voilà, c'est moi qui ai fait un petit peu tout ça, et puis on voit des cartes micro SD pour ceux qui les souhaitent. Alors, donc moi j'utilise, vous voyez, Firefox, LibreOffice, PDF24, Photofill, Glimpse, XNConvert, FreeOCR, Media Extractor, oui, il y a de quoi faire. Donc, on arrive dans les nouveautés. Maintenant, vous aviez, vous vous rappelez, vous aviez Atlune, les cartes, Datlune, les données, Photlune, les images. Maintenant, vous avez 5. Pourquoi j'ai mis 7 Photlune? Ah oui, Weblune, il y avait Weblune qui était là, puis il y a CCLune, le centre de commande. Donc, le centre de commande, avant, vous aviez que 5 boutons. Maintenant, il y a tout ça. Ça, c'est Atlune, c'est les cartographies. Datlune, c'est pour gérer les données. Alors, Calclune, alors, Datlune, il y a des nouvelles fonctionnalités que Patrick a rajouté. Calclune, c'est donc le module qu'il a créé pour gérer les éphémérides, enfin se faire des calendriers lunaires, tout ça, enfin tout ce qu'on veut. Photlune, il existait déjà, c'était la gestion des bibliothèques d'images. Donc on a créé aussi, alors ça c'est moi qui ai demandé de créer un module de liaison à des documents externes. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez maintenant relier le nom d'une formation à un article en PDF qui parle de cette formation-là. Et quand vous cliquez dessus, clac, vous avez l'article qui arrive. Ou un film, ou un doc, hein, un document Word, enfin bon. Et puis on a rajouté donc des nouveaux liens web dans la base de Weblune. Donc voilà, ça ce sont les nouveautés de la version 8. Comme vous pouvez le voir, là-haut vous avez 2 boutons en plus. Vous avez le bouton Note Lune. Alors là, il est vierge, il n'y a pas de fiche dedans. Donc vous pouvez créer soit des notes d'observation, et vous voyez que vous pouvez rentrer tout un tas de données sur la façon dont vous avez fait votre observation, sur l'instrument, le lieu, la période, etc. Et puis vous pouvez aussi créer des notes nouvelles notes d'information. Voilà. Et donc là, dans ces cadres-là, là vous avez le nom, vous cherchez la formation sur laquelle vous voulez créer une note, et là-dedans, vous pouvez mettre du texte. Alors, ça peut être, par exemple, document PDF du LPI présentant les éjectats de la formation dont vous avez créé la fiche. Et là, en bas, vous mettez le lien vers
soit le fichier que vous avez récupéré qui est sur votre ordinateur, ou soit vers le lien du site web, du LPI pour l'avoir. Et après, quand vous ressortez la fiche, vous cliquez sur le lien et pof, vous avez directement ça. Donc ça, c'est très puissant, mais c'est à chacun de l'alimenter. Hein, ça, nous, on va pas fournir de base là-dessus. Donc ça, c'est important. Alors, là, vous avez Calclune. Voilà. Donc, et Calclune vous montre, vous pouvez faire des prévisions sur l'année. Donc là, vous avez le calendrier lunaire de l'année. Là, vous avez des graphes de visibilité de la Lune, avec le crépuscule et puis la nuit. Hein. Et puis là, vous avez donc les dates des premiers quartiers, nouvelle lune, etc. Et les extrêmes des librations. Alors ça, c'est important, parce que vous savez quel jour, ça va être très intéressant d'aller voir dans un certain coin. Alors, pour le mois, eh bien là, vous avez des données au jour le jour. Donc, chaque jour, vous avez des données sur la Lune, son diamètre, où elle se situe dans le ciel, ses coordonnées célestes, sa distance, etc. Et vous pouvez ici mettre plein de graphes différents. Alors, par exemple, le graphe de l'illumination, le graphe de la colongitude, c'est-à-dire là où est le terminateur. Donc, vous avez plein de données que vous pouvez utiliser pour préparer vos observations. Et puis alors, jour, on descend au niveau du jour, donc pour avoir des données précises au moment où vous prenez un cliché, par exemple, une image. Donc là, vous aurez les éphémérides tout de suite. Et à ce moment-là, vous pouvez créer une fiche d'observation, en disant j'ai fait une photo, et vous pouvez inclure les éphémérides dans la fiche. Donc vous avez des traces très précises de vos travaux. Et puis alors, prévision. Alors la prévision, vous pouvez une prévision de colongitude. Vous savez que le X lunaire, c'est de Werner, là, du cratère Werner, c'est tel jour, c'est tel jour lunaire. Donc vous pouvez programmer, chercher les jours qui vont correspondre à ça. Et donc ce jour-là, il suffira d'observer, puis vous aurez le X lunaire. Alors vous pouvez le faire aussi sur une formation. Donc vous cherchez votre formation. Par exemple, si vous marée orientale, vous rentrez marée orientale là. Alors je vais essayer de faire ça. Marée. Moi, j'aime bien marée orientale. Vous avez déjà observé marée orientale? C'est fabuleux, marée. Voilà, marée orientale, il a trouvé. Et donc, on voit que, le 8 décembre, il y aura quelque chose. Le 6 février 2023. Et alors, si on clique dessus, je crois que, voilà. Donc, voilà, vous vous retrouvez à la date et vous avez... Alors, mais marée orientale n'est pas très visible. Apparemment, ce jour-là, hein, on a une libration maximum, mais elle n'est pas visible. Après, il y a l'eau. Alors, attendez, c'est Calclune, c'est là. On va essayer une autre. Voilà. Hop. Alors, Lacus-Sompton-Lee, là, voilà, c'est dans ce coin-là. Donc, vous avez le bord de marée orientale. Mais en ce moment, marée orientale est pas très intéressante. Hein. Il va falloir attendre, je crois, 2025 avant que ça recommence à être intéressant. Parce que je vous rappelle que les librations, c'est la combinaison de plusieurs mouvements en même temps. Donc, il faut que la conjonction de ces mouvements pour arriver à la voir. Donc voilà ce que peut faire Calclune. Vous voyez qu'en niveau prévision d'éphémérides et tout, utilisation, alors il y aura un beau manuel pour vous aider à vous en servir parce qu'il y a quand même pas mal de possibilités. Alors donc ça c'était dans l'exposé, c'était voilà, Calclune c'était les nouveaux, WebLune bon c'est pas vraiment nouveau, donc vous avez eu les deux nouveaux. Je peux reprendre l'exposé. Pardon, il va falloir recadrer, ne m'inquiète pas. Alors, désormais l'affichage est adaptable pour plein d'usages. Hein. Alors le centre de commande permet de lancer ce qu'on veut. Les visions sont en temps réel. On a le terminateur dynamique. Vous avez vu tout à l'heure la comparaison entre une photo et puis ce que sortait le logiciel. Donc ça c'est pareil. Des menus contextuels, clic droit. Hein. Vous pouvez avoir des choses qui sortent. Vous pouvez prendre les thèmes sombres de Windows si ça vous intéresse. Alors les onglets, vous vous rappelez, les onglets c'est ce qu'il y a sur le côté. Maintenant, on peut les détacher, on peut les mettre au milieu de l'écran si on veut voir sur le côté, ou on peut les envoyer sur un deuxième moniteur, par exemple, ou les supprimer et puis les faire revenir. Ça, c'est bien.
L'affichage plein écran existait déjà, globe rotatif complet, tout ça c'est pas nouveau. Grille de coordonnées. Et alors, voilà 3 nouvelles visualisations qui vont vous intéresser. Et on repart. Hop. Alors, là vous avez un petit bouton. Attendez, alors il faut que je dézoome. 1 sur 1. Hop. Je dézoome. Je mets la phase. Ah zut, on n'est pas en phase intéressante. Donc il faut que je fasse, voilà. Et alors maintenant, vous avez en plus une jolie ligne qui vient se mettre bleue. Vous la voyez à peine? Vous la voyez là? Qui vient se mettre pour bien montrer où est la colongitude à ce moment-là. Donc voilà, ça. Et alors, là, je vais en partie parler des bases de données. Vous avez maintenant une base de données bassin d'impact. Parce que vous savez que les mers sont nées à partir de bassins d'impact. C'est d'abord un énorme cratère qu'on appelle un bassin d'impact, et après il s'est rempli de basalte et ça a donné les mers lunaires. Alors, le problème, c'est que parfois ils sont plus visibles, les bassins d'impact. Mais grâce aux sondes, on a détecté d'anciens bassins d'impact qui ont été recouverts et qu'on ne voit plus. Donc, j'ai fait, j'ai récupéré 3 bases de données de bassins d'impact, parce qu'ils ne sont pas tous d'accord, et j'en ai fait qu'une seule. Et on a rentré tout ça là-dedans, et Patrick a généré les cercles des bassins d'impact. Donc, vous voyez où étaient les bassins d'impact. Et quand vous cliquez sur le nom, là c'est Gould, c'est pas ça, bassin, ah, j'ai mal visé, bassin d'impact, voilà, vous avez les données sur le bassin d'impact. Et donc, bien entendu, vous avez aussi les bassins d'impact de la face cachée. C'est mieux. Ah. Et alors, il y en a des beaux qui sont bien conservés. Hein. Quand vous prenez par exemple la mer moscovienne, vous avez le Tsiolkovsky qui est pas mal. Alors, vous avez même aussi ce qu'on appelle le South Polakin, là, le grand bassin d'impact initial qui est l'un des premiers qui a été créé sur la Lune. Donc, vous voyez la taille, c'était une belle météorite. Hein. Donc voilà, vous avez ça. Et c'est la première base de bassin d'impact qui soit aussi complète. Hein. Voilà. Et puis alors, qu'est-ce que j'avais dit encore? Ah, je sais plus. Le terminateur. Ah, le profil. Alors, c'est pour répondre à votre question. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Je vais enlever mes bassins d'impact. Voilà, je vais rester qu'avec mes formations nommées. On va zoomer. Qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir Copernic. Ah bah oui, on va aller voir Copernic. Allez, Copernic. Hop, Copernic. Copernic, je le centre. Voilà. Je zoome à mort. Voilà, c'est pas mal. Et là. Ah mais il y a pire que ça. On peut faire mieux. Hein. Attendez. Non, quand on hein. Il y a des photos au pic du Midi où on arrive à ça. Hein. Ah bah oui, non, mais pic du Midi, c'est pas... Alors voilà jusqu'où on peut aller. Hein. Voilà, ça c'est le pic central de Copernic. Hein. Là, vous êtes dans l'arène de Copernic et vous voyez pas les remparts. Hein. Voilà, alors ce qui intéressait monsieur, donc les outils, mesure de distance. Ça y est. Bon allez, on va aller de là, je vais passer par le massif central et je vais aller au bout du rempart, hein, à peu près là, vous voyez. Ça fait 200 km, c'est marqué. 201,6. Et là, vous faites tracé de profil. Et là, vous avez le profil exagéré, mais si vous voulez voir à l'échelle 1, c'est ça. Ah ouais, ça change, hein. Et alors, on peut faire 5 pour voir un peu mieux. Et quand vous passez là, alors je sais plus, est-ce que ça marche? Non. Oui, alors là, vous voyez là-haut, vous avez la distance, la hauteur minimale. Donc là, dans le bas, hein, on est à moins 3500 mètres par rapport au... C'est même pas du négatif. Hein. Et puis là, on est à 400 mètres au-dessus du niveau moyen de la Lune. Ah oui, c'est bien. Alors là, vous avez de quoi vous amuser, hein. Ah oui, on imagine la puissance de l'impact. Oui. Alors là, c'est exagéré, pas possible.
Alors vous pouvez faire ça sur une rainure par exemple. C'est joli sur une rainure. Ah oui. Qu'est-ce qu'on va prendre? Rima Hyginus, tiens. Allez. Ouais, pour voir combien de mètres ça fait. Rima Hyginus. Voilà, Rima Hyginus. Je zoome un petit coup. Hop. Ah, c'est bien. Et là, on va passer au niveau du cratère là. Qui n'est pas un cratère météoritique, hein. C'est une bouche, c'est sans doute une bouche volcanique. Zut, j'ai pas appuyé. Voilà. Petite rima qui part en bas à gauche, là, celle-là, Voilà, donc voilà, on va mettre 5. Hein. Oui. Voilà, vous avez le plateau, le cratère, son petit cratère sur le côté, et vous remontez sur le plateau après. Ah, Patrick, il a fait fort là, en programmant ça, très très fort. Voilà, j'ai répondu à votre... Vous êtes carrément même dans des chiffres négatifs, j'aurais pas imaginé. Ah oui, oui, oui. Ah non, mais il y a des creux, des vrais creux. Hein. Ah oui. Non, parce que sur Terre, il y en a moins, et bien, c'est super important. Vous pouvez le faire sur les montagnes. Hein. Donc là, vous voyez les montagnes. Donc voilà les nouveautés sur ce plan-là. Alors je repars. Quelque part, on trouve les éclipses. Non. Ah non. Non, c'est un logiciel de cartographie de la Lune. Pour les éclipses, vous prenez Carte du ciel de Patrick. Et ils sont reliés tous les deux. Ouais. Pas de pub, c'est gratuit. C'est ça. On repart. Quelle heure il est? Oui, il faut que j'accélère. Donc je vais peut-être m'étaler un peu moins. Mais enfin là, c'était bien que vous voyiez toutes ces... Alors, aujourd'hui, avant il y avait 7 bases de données. Hein, formation nommée de l'Union astronomique, les satellites de l'Union... Alors, formation satellite de l'Union astronomique. Les sites historiques qu'on avait créés, c'est tous les impacts à l'unissage, etc., humains ou automatiques qu'il peut y avoir, avec un résumé historique. Les cratères anonymes donc de Salamonica dont je vous ai déjà parlé, les 1 300 000 cratères anonymes de Stuart Robbins, les dépôts de Lisa Gaddis, les dolomères de l'ALPO, American Lunar Observer and Planetary Observer. Et donc moi j'ai rajouté pour la 8 les bassins d'impact, donc celle de Burnwood et plus d'autres. Il y a Debra Hurwitz qui est une chercheuse américaine qui a fait une base de données sur les rainures sinueuses. Mais alors des rainures... il n'y en a pas beaucoup que vous pourrez voir, hein. Elles sont tellement petites, donc on lui a demandé si on pouvait faire le lien, pas de souci, vous pouvez faire le lien, donc bien entendu on la remercie, hein. Ça sera remercié. Les Irregular Mare Patch, les IMP, ça parle à certains d'entre vous. Alors ce sont des formations volcaniques qu'on pense récentes. On pense qu'il n'y avait plus de... La Lune s'était complètement éteinte, mais il y a des choses bizarres avec des espèces de formations dômes qui semblent moins de 10 millions d'années. Et ce qu'on appelle les IMP. Et donc il y a Lekiao, qui est le chercheur qui a fait une base de données. Donc vous pourrez aller voir les IMP sur la Lune. Récemment, j'ai contacté Mark Robinson de l'équipe du Lunar Reconnaissance Orbiter parce qu'ils ont sorti un atlas des puits lunaires. Vous savez, les puits lunaires, c'est des trous qui vont dans des rainures souterraines. Et c'est très étudié parce qu'on peut aller s'abriter, on peut faire des bases souterraines dans les puits lunaires. Donc il y avait son atlas, donc on a récupéré l'atlas et puis il est intégré. Donc vous avez, et c'est associé à une bibliothèque d'images, donc vous pouvez aller voir les images des puits lunaires. Alors là, j'ai trouvé une base de données qui s'appelle la Lunar Impact Craters Database, qui avait été faite par l'équipe de Charles Byrne. Pour tous les cratères nommés et satellites, il y a plein de données qu'ils ont compilées. Alors il y en a certaines, il y a il y a 8 chiffres après la virgule. Je suis un peu sceptique, mais bon, comme c'est une base extérieure, moi j'y touche pas. On a réimporté ce qu'ils ont fait. Hein, Et puis alors donc, vous savez, l'observatoire d'Athènes avec ses impacts météoritiques, eh ben on a la base qui est maintenant associée. Donc vous pourrez voir où il y a eu des impacts. Bien entendu, vous les verrez pas puisque ils sont déjà passés. Pour vous donner une idée, on a rajouté des champs. Et donc aujourd'hui, vous pouvez avoir pour une formation jusqu'à 177 champs de données. Ça fait quelques-uns. Hein.
Euh, donc sur l'identité détaillée, la description géologique si disponible, technique si disponible, la localisation détaillée, l'histoire détaillée du nom, les conditions d'observation optimales, les données de l'Union astronomique. Alors j'ai récupéré celles de 2022 pour que les bases soient à jour. On a rajouté les pages de 20 atlas lunaires. Il y avait déjà le Rucle, le Viscardi, le Lopam, le Wood, et donc là on en a rajouté 16. Donc voilà, et vous avez les photos de tous ces beaux atlas qui ont été rentrés dedans. Donc les données de la LICD, donc si elles sont disponibles. Et alors on a rajouté aussi quelque chose qui est dans le domaine public, c'était Edward Wynne Elger qui en 1895 avait fait une carte de la Lune et une description des cratères. Et alors pour vous donner une idée de ce que ça donne maintenant, une fiche de formation, on va reprendre Copernic. Alors Copernic, je peux le récupérer, il est là normalement, voilà. Voilà, et alors je vais ici dérouler tout ce qu'il y a sur Copernic. Voilà, voilà, tout ça. Donc vous avez de quoi lire. Alors, ah oui, il ne faut pas que je reste comme ça. Je repars. On arrive au bout. Hein. Alors, le concept du Lunar Universal Number, c'est parce que quand vous prenez des bases de données extérieures, chaque créateur de base donne un nom, enfin un numéro, à la formation qu'il a cataloguée. Bien entendu, ils ne se causent pas entre eux, et donc la même formation, il y a plein de numéros différents. Donc nous, on a décidé d'en créer un qui sert pour tout. Donc voilà, par exemple, vous savez, chaque point là, c'est la base Robbins, vous savez, les 1 300 000. Donc là, j'ai cliqué sur 1 et il est comment dire, repéré par ce numéro-là, qui est en fait AA, ça veut dire cratère dans le langage de l'Union astronomique internationale. Là, vous avez 300 481. En fait, c'est la latitude au millième de degré près. Et puis là, vous avez la longitude comptée sur 360 degrés au millième de degré près. Et avec ça, vous pouvez cataloguer toutes les formations jusqu'à 10 mètres. Et il n'y en aura pas deux qui auront le même numéro. Voilà, c'est pratique. Alors, les cartes, donc on en a rajouté, la carte des lacs du LPI. Oui, ça va, j'ai encore 10 minutes. Je me dépêche. C'est chaud. La carte, alors les cartes. Je vais dézoomer, je vais mettre à 1. Hop, texture. Alors, texture. Le lac, voilà, le lac. Lac. Autant que ça vienne. Donc, le lac, c'était des cartes qui ont été faites pour les missions Apollo. Et donc, voilà. Alors, c'est un chercheur du LPI qui l'a fait, puis qui nous a donné l'autorisation de les utiliser. Donc ça, c'est les cartes avant Apollo. Alors, c'est la plus précise qu'on a. Hein. Alors, on peut en mettre une autre. Et puis là, on a une nouvelle. Voilà, les Chinois ont sorti une carte géologique. Donc, on a récupéré. Ils disaient qu'on pouvait l'utiliser, donc on l'a récupéré. Et donc là, vous avez une carte géologique chinoise, mais en anglais, bien entendu. Donc, alors par contre, là, il faut enlever les noms, parce que sinon, ça se superpose, parce qu'eux, ils ont laissé leur... Et donc, vous retrouvez les bassins, vous retrouvez... Donc, c'est pareil. L'endroit où la première... comment dire? Météorite? Non, les premiers humains sont... Ah oui. Juste comme ça, pour voir vraiment si... Alors, quelle était la marge de sécurité qu'ils avaient par Apollo 11 relief. base, ça s'appelle normalement. Recherche, toc. Recherche. Ah oui, alors il faut d'abord déclarer la base, je suis désolé. Ça s'appelle site historique. Ok. Pourquoi on a fait ça? C'est pour pas que l'ordinateur il ait toutes les bases à gérer, parce que voilà, c'est... Voilà. Apollo 11 base, donc voilà, ça c'est vu par les Chinois, mais on va changer, c'est moins clair, je suis entièrement d'accord. Alors je vais vous montrer en même temps la nouvelle texture Helero, parce qu'on a une texture avec un éclairage plus rasant, donc qui fait ressortir davantage les reliefs.
Voilà, vous allez avoir, voilà. Et donc voilà la base, elle est là. C'est là qu'ils se sont posés. C'était plat, hein. Oui. Prenez pas trop de risques. Vu de loin, c'est Mais quand on se rapproche, Oui. c'est moins plat. Et puis il faut voir. Donc je sais pas quel est le cratère que Armstrong a évité au dernier moment, parce que là on est à 60 mètres par pixel. Hein. Il y a des il postes. doit pas y être. Ouais, non. Voilà. Bon, je continue. Ah, c'est pas vrai ça. Alors, 11 textures historiques, donc on en a rajouté 3, je ne vais pas vous les montrer. Nason 1881, Elger, donc avec les descriptions qui se rajoutent. Et puis là, il y a encore une des pré-Apollo, l'Albedo Reference Chart. Les couches de données, on en est à 76. Donc voilà toutes les catégories de couches que vous pouvez trouver. Et là, dans la nouvelle version, il y en a 31 nouvelles. Bibliothèque d'images, eh bien 5 bibliothèques d'images, Smart 1, LRO oblique, ça c'est quand la sonde prend des... Alors ça c'est très beau. Les lunar pits, hein, les puits lunaires. Et puis alors Christian Villadrich nous a donné l'autorisation d'utiliser ces photos. Alors on va montrer les photos de Christian Villadrich, il n'y a pas de souci. Je me dépêche. Ah, alors donc là il faut que je fasse... oui, est-ce que j'ai déclaré les... C'est chaud ça. Vous savez avec quel matériel il a observé ça? Ça peut être intéressant. Je ne sais, je crois que c'est un télescope, c'est un... Voilà. Ouais. Ça fait du détail. Hein. Alors je sais pas, on va repasser. Non, je pense qu'elle est déclarée, donc on va regarder. Donc c'est celui-là. Faute lune, mais je veux pas ça. Je veux, je repars à Copernicus. Ça, je suis sûr qu'il a fait des photos de Copernicus. Faute lune. Ah, il veut pas. Bon, alors attendez, je repars. Voilà les Copernicus. Et alors, Villadrich. Il y en a tellement. Voilà, ben, il y a Jean-Pierre Braic. Donc, voilà. Et ça, on peut le mettre en plein écran si je me rappelle bien. En pleine, voilà. Donc, il faut que j'augmente la fenêtre. Voilà, c'est la résolution auquel arrive Jean-Pierre avec son C14. Hop, alors, Christian Villadrich, normalement, par ordre alphabétique, il doit être avant. Hein. Zerbea, non, c'est pas par ordre. Ouais. Luc Catala, en passant. Dis donc, si j'arrive pas à mettre tes photos, je vais être chaud, là. Il va plus me parler. Donc voilà, Luc Catala, elles sont où? Sûrement. Là, c'est bon, on l'envoie. Là, en voilà une. Ah. Alors, Là, c'est 60 mètres aussi. voilà ce qu'il arrive à faire. C'est pas mal, hein? Je dézoome un peu. Pour que ce soit joli. Bravo, Christian. Et là, ça fait 100 mètres, 500 mètres. La résolution d'un télescope amateur, actuellement, les meilleurs, c'est 300 mètres. Hein, c'est ça? À peu près 300 mètres de résolution? 300 mètres à peu près. Ouais, c'est ça. Hein. C'est pas mal, hein? La largeur de ce. Vous avez dit 20 km, hein, Le cratère? Oui. Non, Là, 80. À 80, c'est ça. 200, c'était 200. Hein. 80. Voilà. Allez, hop, je termine. 300 mètres, ça correspond à l'arrivée au fond de la vallée des Alpes. Ouais. Oui, bah, les astrophotographes, la vallée des Alpes, ils l'ont. Hein. Ça, Ouais, mais c'est vrai qu'il y a aussi l'angle de la lumière qui la facilite. Au moment, c'est plus chaud. il y a des moments. Ah oui, mais on la voit pas tout le temps. Hein. Ça, elle est chaude. Hein. Voilà. Allez, donc les traductions, je vous en ai déjà parlé. Alors, bah, je me dois de mettre tous les noms des gens qui nous ont donné des autorisations et tout. Vous voyez qu'il y a ou qui ont parlé de l'AVL, qui l'ont mis en avant, qui l'utilisent, enfin, les pros, ou voilà. Donc ça, c'est... Et moi, ce que j'apprécie, c'est quand on demande est-ce qu'on peut utiliser, pour l'instant, personne nous a dit pas question.
Donc c'est beau le partage de connaissances. Et donc ça c'est voilà. Merci aux derniers généreux donateurs. Et puis alors si quelques-uns veulent des cartes SD, j'ai des bulletins de commande au cas où. Voilà. Et alors je voudrais quand même vous dire que vous devez continuer à augmenter votre intérêt pour la Lune en allant voir le forum Passion Lune. Et je demande à Philippe Ly, son créateur, l'un de ses créateurs, de venir vous le présenter rapidement. Oui, en fait, l'idée est venue, on est trois, je suis pas tout seul, hein, il y a Gérard Cout et Norma Després. On a fait il y a 2 ans un petit manuel de l'observation lunaire. Et en faisant ce manuel, l'AVL a été bien sûr un outil indispensable. Hein. Quand on dit atlas, moi je dirais c'est outil pour comprendre, rechercher, trouver. C'est pas qu'un atlas. Hein. Voilà. Et en fait, on s'est dit, nous on utilise l'AVL, mais on utilise aussi d'autres documents, et on n'a pas un endroit pour en parler en fait. Alors bien sûr, il y a les forums français que vous connaissez, mais l'information est souvent noyée. Hein. Et alors, aux États-Unis, il y a d'autres forums où elle est un peu moins noyée. Et on s'est dit, faudrait faire un forum où on puisse discuter de ce qu'on fait, comment on utilise l'AVL, donner des tuyaux aux autres, échanger des informations. Et donc, ce petit forum, ça s'appelle Passion Lune. C'est tout récent, hein, il a moins d'1 an. Et dessus, alors, il y a quoi? On parle de l'histoire, on parle de la géologie, de la science, de la toponymie, on parle de la photo, du dessin, des atlas, y compris celui-là bien sûr, hein, et des bouquins, etc. Mais à chaque fois, ce qu'il y a, c'est que la personne qui écrit quelque chose, il parle de l'outil qu'il a utilisé. Ça veut dire qu'on peut discuter avec lui après. Voilà, c'est pas simplement quelque chose qui a été recherché sur Internet où il donne le lien. Il l'a utilisé. Quand on parle de cartes, par exemple, ou les lacs, on les a utilisés, on est capable de donner des tuyaux à ceux qui recherchent. Voilà. Donc, allez-y, hein, on n'est pas nombreux, mais bon, c'est vraiment spécialisé sur la Lune, quoi. Et merci à Christian pour nous avoir tendu un peu la perche. Et bravo pour cet outil, franchement, à tomber, quoi. Merci. Patrick et moi, parce qu'on est 2. Patrick et... Nous vous remercions de votre attention. Et si vous avez quelques questions rapides... Allons-y. Question. Ah oui. J'ai une question, je dirais assez simple ou basique, je sais pas, mais qui est tout simplement, est-ce qu'on peut générer une carte complète de la Lune en haute définition, comme vous avez utilisé la haute définition, Ouais. Vous avez la définition de LRO, pour une Lune complète, tout simplement, parce que quand on fait des images de la Lune avec des caméras planétaires, on a des petits champs, donc il faut faire une mosaïque. Pour assembler la mosaïque, c'est super pratique. Et comme notre atlas lunaire, en plus, il respecte les distorsions dues à la vibration, etc., pour faire le montage, ce serait génial. Ah oui, ce serait génial, oui, bien sûr, mais je vais demander au programmeur, vous savez, tout est là. Hein. Je dirais une image globale de 16 millions de pixels, je pense. Oui, mais vous avez un logiciel qui permet de faire des mosaïques lunaires, je ne sais plus comment il s'appelle. On a un... Il y avait iMerge et il y avait Image Composite Editor, sauf que Image Composite Editor, on n'arrive plus à le trouver sur le site de Microsoft. Tout à fait. Maintenant. Oui. Il faut faire des copies. Il faut faire des copies entre nous. On fait des mosaïques, mais au niveau global, après, on ne sait pas la distorsion qu'on a. Ah ouais. Non, c'est pas le but vraiment de l'Atlas, je suis désolé. Nous, c'est de rester quand même dans la cartographie et la gestion. Les données, vous avez peut-être c'est pas possible, ou alors peut-être c'est compliqué. Ah non, alors là, nous, on les a en tuiles, c'est pas pratique, il faut rassembler. Par contre, allez voir les sites du Lunar Reconnaissance Orbiter. Hein. Là, vous aurez les textures de plusieurs gigaoctets, et là, vous les triturez comme vous voulez après. Hein. Mais triturer des textures de 1,8 giga, il faut acheter une bonne machine. Hein. Ouais, et puis on n'aura pas la vibration comme il faut. Ah non. Voilà, je suis désolé, mais là, j'ai pas la réponse. Le jour où la NASA vous permettra de voir à 10 mètres, peut-être. Hein, on fait la carte. Hein. Voilà. Non, c'est que je pensais à une idée, c'est de pouvoir se balader virtuellement, comme un avion, comme un drone. Ouais. Alors. Et là, ça pourrait être. Voilà. Il y a plusieurs fois que je dis à Patrick, on pourrait pas ça, et Patrick à chaque fois me dit, je ne sais pas faire. Donc, d'accord, vous avez bien pensé, mais il n'a pas il sait pas comment s'y prendre pour faire ça. Alors, si vous voulez faire ça, je vais vous donner un concurrent qui s'appelle Space Engine.
C'est un peu un jeu, mais vous pouvez vous poser sur la Lune et vous balader sur la Lune. Comme un drone. Non, mais vous marchez. Ah, marcher. Et vous pouvez aussi survoler et voir les reliefs en perspective. Space Engine. Alors moi j'ai une petite question. J'ai repéré que forcément la Lune est au plus haut dans le ciel quand elle est dans les Gémeaux, dans le Taureau, etc. Que derrière, l'illumination qui est intéressante quand on la recherche, ça va être une colongitude qui va être proche de la longitude de la formation qu'on veut observer. Oui. Alors après ça, plus ou moins, suivant qu'on regarde en est ou en ouest. Et donc derrière, en fait, ce qui serait extraordinaire, ce serait de pouvoir dire, je veux observer ce cratère-là avec une illumination par la droite ou par la gauche. Quelle est la meilleure période de l'année où la Lune va se trouver dans la constellation des Gémeaux ou du Taureau, etc. Et cette par rapport à cette colongitude-là. Ah ouais, d'accord. Que le premier quartier, par exemple, tu vas l'avoir sur février, mars, avril à peu près, au moment du coucher du soleil, au plus haut, etc., etc. Et en fait, au fur et à mesure de l'année, si on voulait se taper chaque... on décale un petit peu. Exactement, c'est-à-dire si tu veux faire chaque formation lunaire avec le maximum de résolution possible du fait de sa hauteur dans le ciel, tu vas d'abord commencer finalement par le tout dernier croissant, puis etc., au fur et à mesure des périodes de l'année. Et par exemple, le dernier quartier, c'est plutôt actuellement. Oui. Il est bien haut. Exactement. Le dernier quartier est très haut actuellement, alors que le premier quartier est extrêmement bas. Et c'est là où tu vois, par exemple, pour On the Moon Again, ça tombe sur des périodes où la Lune est plutôt relativement basse. On peut pas en vouloir, c'est l'été. Mais voilà, et l'idéal, ce serait de pouvoir intégrer ces modules de calcul. J'ai pas étudié à fond le logiciel, le calcul, là, le module, mais je me demande si on peut pas le faire. Ah, mais je suis sûr que vous pouvez le faire. Je me demande si on peut pas le faire. Et si on le fait pas déjà, mais on peut le faire de toute façon. Et alors, prochaine version, je vous ai dit, amélioration des modules. Donc, si vous avez des idées, il y a un forum sur SourceForge, là, vous savez, là où les logiciels libres sont disponibles. Mettez-nous des messages et quand on sait faire, on en tient compte. Voilà. Une question un peu simple, je dirais, mais 20 ans, ça fait beaucoup. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu envie d'abandonner, où il y avait quelque chose qui était vraiment trop dur à faire, ou vous avez eu des freins? Alors, en règle générale, on ne fait que ce qu'on sait faire, déjà. Comme ça nous évite certaines désillusions. Mais parfois, si, là, par exemple, je suis en train de terminer la base des satellites. Il y a 6000 dedans, j'ai 6000 fiches à vérifier. Je peux vous dire que par moment, ça fait une semaine que je suis dessus, matin et après-midi. Par moment, il faut souffler un peu, mais on ira au bout. Il n'y a pas de souci. Et peut-être une petite question qui n'a peut-être pas forcément de sens, savoir est-ce que vous avez envisagé de transférer un petit peu le logiciel sur smartphone? Est-ce que c'est alors même réponse que pour le relief là. Patrick m'a dit la programmation que j'ai apprise pour Windows et Linux sur Android c'est carrément autre chose. Donc, il faudra réapprendre une programmation. Faut savoir parce que là, quand je suis avec lui puis qu'on fait des trucs, je lui dis tiens ça, ouais attends oui bon alors ça c'est dans clac là puis alors il va chercher le truc et puis bon là il faut que je rajoute puis alors il vous tape 10 lignes de code et puis clac il y a mais non c'est carrément différent. Eh oui. Donc pour l'instant n'y comptez pas. Je vais être franc. C'est bon? Je vous remercie pour votre attention.